Bonjour, on corrige maintenant l'exercice numéro 3 du TD10 qui concerne l'étude des étoiles naines blanches. Donc les étoiles naines blanches, comme on l'a expliqué, ce sera peut-être l'avenir, même probablement l'avenir de l'étoile notre Soleil, dans 5 milliards d'années. Une étoile naine blanche est une étoile donc ancienne, constituée essentiellement d'hélium 4, car l'hydrogène a été converti en hélium, et d'une masse voisine de celle de la masse du Soleil, donc de l'ordre de 10 puissance 30 kg. La température interne de l'étoile est de l'ordre de 10 millions de degrés Kelvin. Ça semble énorme, mais on verra que dans le régime physique des fermions, c'est en fait une température très proche du zéro absolu par rapport au régime de la densité de la distribution de Fermi. Dans cette étoile, l'hélium est complètement ionisé, ça signifie que les électrons sont libres, et on va considérer donc l'étoile comme étant un gaz d'un certain nombre grand N d'électrons libres et de noyaux atomiques d'hélium. Comme la charge de l'hélium, le noyau d'hélium contient 2 protons, sa charge est 2, et donc il y a 2 fois moins de noyaux que d'électrons pour que la charge totale de l'étoile soit nulle. Et comme vous savez, la masse d'un électron est négligeable devant la masse du proton ou du neutron, donc devant la masse du noyau d'hélium, et essentiellement la masse de l'étoile est formée par la masse de ces noyaux d'hélium. Et cette masse, c'est ça qui fait la cohésion de l'étoile, car c'est la force gravitationnelle qui est attractive, qui fait que l'étoile, chaque partie d'étoile attire les autres parties. Voilà, donc on imagine l'étoile comme étant ces noyaux en nombre grand N sur 2, grand N est énorme, et des électrons libres en nombre grand N qui forment un gaz. Et donc la première question est tout simplement d'exprimer la masse de l'étoile à partir du nombre grand N d'électrons, ou autrement dit du double de nombre de noyaux d'hélium. Et calculer ce nombre grand N s'agissant du Soleil. Et bien tout simplement, comme on l'a dit, essentiellement la masse est formée par la masse des noyaux d'hélium. Il y en a grand N sur 2, donc la masse de l'étoile, c'est grand N sur 2 fois la masse d'un noyau d'hélium. Autrement dit, grand N, c'est 2 fois grand M divisé par la masse de l'hélium. Application numérique, eh bien, la masse d'un noyau d'hélium, on sait que le noyau d'hélium contient 2 protons et 2 neutrons, donc il contient 4 nucléons. Et par conséquent, pour une mole, autrement dit pour le nombre d'Avogadro, la masse c'est 4 grammes. Et donc la masse d'un noyau c'est 4 grammes divisé par le nombre d'Avogadro. Ce qui fait 4×10⁻³ kg divisé par le nombre d'Avogadro. Et on le remplace ici et on obtient donc le nombre grand N d'électrons qui est 2 fois la masse du Soleil divisé par la masse d'un noyau d'hélium. Et on obtient 6 fois 10 puissance 56 électrons dans l'étoile, qui est notre Soleil. Question 2. Donc là, on fait l'hypothèse qu'on peut en effet considérer que cette température de 10 millions de Kelvin en fait, est proche du zéro absolu. Autrement dit, qu'on est dans un régime de basse température. Et on verra plus tard que cette approximation est justifiée dans le cas d'une étoile blanche, d'une naine blanche. On le suppose pour le moment. On va aussi traiter les électrons dans le régime relativiste. Ça veut dire que la plupart des électrons dans l'étoile, on considère que leur vitesse est très proche de la vitesse de la lumière. Donc il est nécessaire de considérer que leur énergie est donnée par la formule du problème 1, donc par cette formule de relativité, et non par l'énergie cinétique de Newton qui est P au carré sur 2m. Voilà, on va devoir utiliser cette formule-là pour l'énergie
cinétique d'un électron. Alors, en utilisant le problème précédent, on nous demande d'exprimer le volume de l'étoile et donc déduire son rayon en fonction des paramètres n qui est le nombre d'électrons, alpha qui est un paramètre sans dimension, alpha de Fermi qui est un paramètre sans dimension, alors c'était défini ici. Donc alpha c'est l'impulsion de Fermi divisée par m, la masse de l'électron, c la vitesse de la lumière. Et en fonction de et finalement en fonction de la masse de l'étoile et de alpha f. Donc voici la réponse à cette question 2. Dans le problème précédent, on avait obtenu que le nombre d'électrons dans le gaz, c'est égal au volume fois l'impulsion de Fermi, puissance 3. Et là, divisé par 3 pi carré h bar 3. Et l'impulsion de Fermi, on le remplace par mc fois alpha f, qui est un paramètre sans dimension, donc puissance 3. Or, le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi r3 où r est son rayon. Donc on remplace le volume par cette expression et on obtient ainsi n, le nombre d'électrons, à partir de alpha f et du rayon. Et on déduit que le rayon, c'est donc cette expression, puissance 1 tiers. Or, on vient de voir dans la question précédente que le nombre d'électrons, c'est 2 fois la masse de l'étoile divisé par la masse d'un noyau d'hélium. On remplace donc n par cette expression et ça exprime le rayon de l'étoile donc à partir de la masse de l'étoile et fois 1 sur alpha f, parce que vous voyez là il y a alpha f puissance 3 et puissance 1 tiers. Il est important dans tout ce problème de se rappeler le sens physique de alpha. Alors pour ça on revient au problème précédent. Voilà, dans le problème précédent, à la question 2, on demandait de relier alpha à la densité d'électrons dans l'étoile. Et en fait, on avait obtenu que alpha, c'était la densité n sur v puissance 3 fois une constante, pour que alpha soit sans dimension. Donc il faut bien avoir en tête que alpha est proportionnel à la densité puissance 3. Donc quand alpha est grand, ça veut dire que l'étoile est très dense. Quand alpha est petit, l'étoile est très peu dense. On passe à la question 3. Alors, on nous dit que maintenant, on va considérer l'énergie gravitationnelle de l'étoile. Donc, il s'agit du modèle d'une sphère dont la masse est répartie de façon uniforme. On appelle ça une sphère homogène. Eh bien, on démontre assez simplement que l'énergie gravitationnelle d'une sphère, donc d'une boule dont la masse m est répartie de façon homogène, eh bien son énergie est donnée par moins 3/5 de g m carré sur r. On trouve cette formule par exemple sur la page Wikipédia. Vous voyez, distribution sphérique ici, et il y a une démonstration qu'on peut lire pour cette formule. Donc cette expression EG donne l'énergie gravitationnelle de l'étoile sous l'effet de sa propre masse. Donc c'est une énergie négative. Et on s'aperçoit en particulier que plus R, le rayon, est petit, plus l'énergie va tendre vers moins l'infini. Donc sous l'effet de la force gravitationnelle qui est attractive, on pourrait penser que l'étoile aurait tendance à s'effondrer sur elle-même pour que son rayon tende vers 0 et donc son énergie gravitationnelle tende vers moins l'infini. Voilà, pour diminuer son énergie. Mais il faut penser que l'énergie totale comporte aussi U, qui est l'énergie cinétique de tous les électrons. Et cette énergie U, on l'a évaluée au problème précédent, vous voyez, dans cette dernière question, et on avait une expression. Voilà, et donc on pourra espérer que cette énergie cinétique des électrons compense, disons, s'oppose à l'énergie gravitationnelle pour éviter que l'étoile s'effondre. C'est ce que l'on va montrer. Donc dans cette question, on nous demande d'exprimer l'énergie totale, comme la somme de l'énergie gravitationnelle plus l'énergie cinétique des électrons, et de l'exprimer comme une fonction du paramètre alpha sous cette forme-là. Allons-y. Donc tout d'abord l'énergie gravitationnelle, donc moins 3/5 g fois la masse au carré de l'étoile divisé par r. On remplace
le rayon par l'expression qu'on vient de trouver à la question précédente, ici, ça nous donne cette expression à partir de alpha. Donc c'est bien moins fois une constante C1 fois alpha. Et la constante C1, c'est tous ces termes-là. Et l'application numérique nous donne pour cette constante 2,5 fois 10 puissance 43 joules. Maintenant, considérons l'énergie cinétique totale des électrons relativistes, qu'on avait noté grand U, et on avait obtenu au problème précédent son expression à partir de alpha. Donc c'était une constante, vous voyez, la masse de l'électron fois C2 fois 3 fois le nombre d'électrons, fois une certaine expression de ce paramètre alpha, où H, c'est une fonction qu'on avait obtenue, donc c'était H, c'était cette expression-là. Voilà, c'est une fonction numérique particulière, bien définie. Et donc, en effet, l'énergie cinétique totale des électrons relativistes, c'est bien H de alpha F fois une certaine constante C2 donnée par cette expression. Et on peut évaluer C2. C2, donc application numérique pour le Soleil, on trouve 1,48 10 puissance 44 joules. Voilà, donc on a obtenu que l'énergie totale de l'étoile s'exprime à partir de ce paramètre sans dimension alpha qui en fait est relié à la densité et donc indirectement au rayon de l'étoile, parce que plus le rayon est petit, plus la densité sera élevée. Alors ce qui est compliqué, c'est cette fonction alpha, mais avec facilement un logiciel comme XCAS, on peut représenter cette fonction. Elle est représentée ici. Alors là, on représente la dérivée de la fonction. Donc on s'aperçoit ici que la dérivée est nulle. Ensuite, la dérivée augmente jusqu'à une valeur limite qui vaut un quart. Donc autrement dit, bon, on fera une étude plus tard, mais si peut-être on le montre tout de suite. Voilà. Autrement dit, cette fonction alpha, sa dérivée est nulle lorsque alpha vaut 0, donc la fonction h est plate, et lorsque alpha est grand, eh bien, la fonction h a une dérivée qui vaut un quart. Donc C2 fois h a une pente qui vaut C2 sur 4. Donc ça augmente de façon linéaire lorsque la densité est élevée. Donc ça concerne l'énergie cinétique relativiste des électrons dans l'étoile. Autrement dit, plus la densité est élevée, plus cette énergie tend vers l'infini et elle augmente de façon linéaire. Par contre, l'énergie gravitationnelle, comme on l'avait vu, elle est égale à moins C1 fois alpha, et donc lorsque la densité augmente, cette énergie gravitationnelle diminue. Et maintenant, l'énergie totale, c'est la somme des deux courbes, et il faut savoir ce qu'il va se passer. Donc, si jamais la pente, si C2 sur 4 est plus grand que moins C1, donc si C2 sur 4 est plus grand que C1, et bien lorsque alpha grandit, l'énergie cinétique interne va l'emporter et l'énergie totale va augmenter. Et il y aura un minimum quelque part dans cette zone. Parce qu'en effet, alpha égale 0, et bien si alpha égale 0, on s'aperçoit que l'étoile a intérêt à augmenter la valeur de alpha pour diminuer son énergie gravitationnelle, alors que l'énergie interne n'augmente quasiment pas, comme la pente est nulle. Voilà, donc on va chercher quel est le minimum de l'énergie totale. Voilà, donc pour trouver le minimum, on prend l'expression de l'énergie totale, moins C1 fois alpha plus C2 fois H de alpha. On souhaite trouver le minimum, donc on le trouve en disant que la dérivée de cette fonction est nulle par rapport à alpha. Donc c'est facile à dériver. La dérivée de moins C1 fois alpha, c'est moins C1, et la dérivée de C2 fois H, c'est C2 fois H' de alpha. On dit que c'est égal à 0, et donc l'inconnu c'est alpha qui est ici, donc H' de alpha est égal à C1 sur C2. Et l'application numérique, on avait trouvé C1 et C2, ça nous donne 0,17. 0,17, c'est dans le cas du Soleil. Alors, regardons le graphe. Eh bien, pour que la dérivée h' de alpha soit égale à 0,17, qui est à peu près ici, vous voyez, il faut que alpha soit à peu près égal, un peu plus grand que 1. Et donc peut-être 1, je ne sais pas, il y a 2, il y a 1, donc 1,2. Voilà, donc on va résoudre graphiquement h' de alpha égale 0,17, nous donnant alpha de l'ordre de 1,3. Donc alpha de l'ordre de 1,3, on peut déduire grâce à la formule précédente le rayon de l'étoile,
et on trouve à peu près 5000 km. Donc c'est une prédiction pour le rayon du Soleil lorsqu'il deviendra une naine blanche. Vous voyez, 5000 km, c'est comparable au rayon de la Terre. Donc autrement dit, le Soleil va s'effondrer jusqu'à atteindre ce rayon de stabilité. Donc ce sera une naine blanche qui sera grosse comme la Terre. Par exemple, cette photo a été prise en 2003 par le télescope spatial Hubble et c'est une photo de l'étoile Sirius B. C'est une naine blanche. Sirius B se trouve dans la constellation de Orion, je crois. Allons vérifier. Vous voyez, donc dans la constellation... Ah non, je me trompe. Donc Orion est ici. Donc c'est l'hiver qu'on voit ces constellations au sud, vous voyez, au-dessus de l'horizon. Donc la constellation d'Orion est ici, et Sirius, Alpha, c'est l'étoile la plus brillante de tout le ciel. Eh bien, l'étoile Sirius B est une étoile, je pense... voilà, l'étoile Sirius B, c'est un compagnon, c'est une naine blanche, qui orbite autour de l'étoile Sirius A. La période, on nous dit, est de 50 ans. Donc vous voyez, malgré le fait que cette étoile Sirius B est toute petite en rayon, elle est suffisamment brillante pour avoir été découverte en 1862. Donc, dans la question 6, on nous demande de voir si on est bien en régime relativiste et donc s'il était nécessaire d'utiliser l'expression relativiste pour l'énergie cinétique des électrons. Alors, la réponse est très simple. Le paramètre alpha qu'on a trouvé vaut 1,3. Et dans le premier problème, on avait vu que dès qu'il est plus grand significativement que 1, cela signifie qu'on est en régime relativiste. Le régime non relativiste est lorsque alpha moins 1 est très petit devant 1, ce qui n'est pas le cas. Voilà, question aussi suivante. On a fait l'hypothèse que la température de l'étoile était très faible devant l'énergie de Fermi, et donc qu'on pouvait utiliser l'approximation de faible température, c'est-à-dire considérer qu'on était à température nulle. Alors pour ça, on va vérifier cela. On va calculer l'énergie de Fermi, donc mu 0, c'est-à-dire la valeur du potentiel chimique à température nulle, et le comparer à kT. Donc bien que T semble énorme, 10 millions de degrés, il va se trouver que mu de 0 est bien plus grand, et donc kT sera en effet négligeable devant mu 0. Allons-y. Donc comment calculer l'énergie de Fermi? On est en régime relativiste, donc l'énergie de Fermi, d'après le premier problème, c'est mc2 fois 1 plus alpha carré racine carrée. Je vous rappelle. Voilà, donc pour le calcul de l'énergie de Fermi, on avait obtenu que l'énergie d'un électron libre relativiste, c'est mc2 fois 1 plus alpha carré racine carrée. Donc ça, c'était dans la question 3 du problème précédent. Allons vérifier. Voilà, c'était cette expression donnant l'énergie cinétique, l'énergie totale d'un électron libre dans un régime relativiste. Pour avoir son énergie cinétique, il faut soustraire l'énergie au repos qui est mc2. Voilà, et donc la différence nous donne ce qu'on appelle l'énergie cinétique, et donc on peut ainsi estimer l'énergie de Fermi lorsque alpha est égal à alpha f. Et l'application numérique nous donne pour l'énergie de Fermi 5 fois 10 puissance moins 14 joules. Voilà. Et donc on peut comparer avec l'énergie d'agitation thermique qui est K fois T. K, c'est la constante de Boltzmann, et T, c'est la température de l'étoile qui vaut 10 millions de degrés. Malgré tout, lorsqu'on fait l'application numérique, K fois T divisé par mu 0 est de l'ordre de 2 10-3, donc très petit devant 1. Autrement dit, l'énergie thermique, l'agitation thermique est négligeable devant l'énergie de Fermi. Et donc on peut considérer que l'énergie d'agitation thermique est comme nulle et qu'on peut travailler à température nulle concernant une étoile naine blanche, concernant la distribution des électrons, bien sûr. Voilà, donc l'image un peu curieuse qu'on a, c'est que les électrons
sont comme à température nulle, ils sont, disons, entassés dans les niveaux d'énergie les plus bas, jusqu'à une certaine valeur d'impulsion qu'on appelle l'impulsion de Fermi, qui est en fait très élevée. Et c'est ça qui fait que les électrons qui sont à la lisière, donc au niveau de Fermi, ont des vitesses relativistes et une énergie gigantesque. Donc voilà. Dernière question. Tracer l'allure de l'énergie en fonction de alpha selon les paramètres C1 sur C2 et discuter physiquement. Montrer que les étoiles naines blanches ne peuvent pas avoir une masse supérieure à une certaine masse critique qu'on appelle la masse de Chandrasekhar et qu'on exprimera cette masse en fonction de la masse solaire. Donc lorsqu'on regarde l'histoire, voilà, cette masse critique a été calculée en 1930 par un physicien indien. Il avait 20 ans. Il a fait ce calcul lorsqu'il était en voyage. Et il a corrigé les calculs d'anglais, Eddington et Fowler. Alors, refaisons le calcul de Chandrasekhar. Donc ici, C1, les constantes C1 sur C4, on peut trouver l'expression. Donc c'est une certaine valeur fois la masse de l'étoile puissance 2 tiers. Donc C1 sur C4 augmente avec la masse. Et on se rappelle que pour avoir un équilibre, il fallait résoudre H' de alpha égale C1 sur C4, C1 sur C2. Or, d'après la courbe de la fonction H, eh bien, on voit que H' est majoré par la valeur 1 quart. Donc pour résoudre H' de alpha égale une valeur, il faut que cette valeur soit inférieure à 1 quart. Voilà, ça nous impose que pour trouver une solution, il faut que C1 sur C2 soit inférieur à 1 quart, qui est la valeur maximale de la fonction H'. Et donc, lorsqu'on remplace C1 sur C2 par cette expression, ça nous impose que la masse de l'étoile doit être inférieure à cette constante puissance 3,5. Et cette constante, c'est ce qu'on va appeler la masse critique. On calcule sa valeur, c'est 3,5 fois 10 puissance 30 kg, donc c'est à peu près 1,8 fois la masse du Soleil. Autrement dit, les étoiles naines blanches peuvent exister seulement si la masse de l'étoile est inférieure à 1,8 fois la masse du Soleil, d'après notre calcul. Alors, faisons une discussion. Donc, comment est-on arrivé là? On a exprimé l'énergie totale de l'étoile, qui est l'énergie gravitationnelle qui décroît avec la densité, plus l'énergie interne totale des électrons relativistes, du gaz d'électrons, qui, elle, croît avec la densité. Mais, donc, alors que l'énergie gravitationnelle décroît comme linéairement par rapport à alpha, et comme moins une constante fois alpha, eh bien, l'énergie interne relativiste, on avait vu qu'elle, au début, en fonction de alpha, en fonction de la densité, elle n'augmente pas. Lorsqu'on est en fait en régime non relativiste, elle augmente comme une parabole. Et ensuite, en régime relativiste, elle augmente linéairement avec alpha, mais avec une certaine pente, qui est C2 sur 4. Voilà. Et donc, pour trouver, on a déjà discuté ça, mais pour trouver un minimum de l'énergie totale, il faut que la croissance ici de l'énergie interne dépasse la décroissance de l'énergie gravitationnelle, pour avoir un minimum pour une valeur intermédiaire de la densité. Et au contraire, si l'énergie gravitationnelle décroît trop vite, c'est-à-dire si la valeur de C1 est trop élevée, eh bien l'énergie totale va toujours décroître en fonction de alpha, et donc l'étoile aura tendance à augmenter sa densité éternellement pour minimiser son énergie. Voilà donc ce qu'il apparaît, c'est écrit là, pour un nombre fixé d'électrons, eh bien l'énergie gravitationnelle décroît si la densité augmente, et c'est ce qu'on dit habituellement, la force gravitationnelle favorise l'effondrement de l'étoile sur elle-même. Par contre, l'énergie cinétique relativiste des électrons augmente avec la densité. Donc c'est ce qu'on avait montré dans le premier problème, et je vous rappelle que la raison est que les électrons sont des fermions, et donc plus la densité est élevée, plus les électrons vont devoir peupler des niveaux d'énergie élevés, et donc augmenter l'énergie interne de l'étoile. Donc c'est vraiment le fait que
les électrons sont des fermions qui expliquent tout le comportement des étoiles naines blanches. Et maintenant, si jamais le paramètre C1 est suffisamment faible, précisément inférieur à C2 sur 4, autrement dit si la masse de l'étoile est inférieure à cette masse critique, masse de Chandra-Séquard, alors l'énergie totale aura un minimum pour une valeur intermédiaire de alpha, donnant la densité de l'étoile et donc le rayon de l'étoile pour son régime stable. Par contre, si le paramètre C1 est trop grand, autrement dit si la masse de l'étoile dépasse la masse critique de Chandra-Séquard, eh bien l'énergie décroît toujours en fonction de alpha, autrement dit l'étoile va avoir tendance à s'effondrer pour minimiser son énergie totale, augmenter sa densité et diminuer son rayon. Donc l'étoile naine blanche n'est pas un modèle stable. Il faut abandonner ce modèle et trouver un autre modèle. Alors pour ça, il faut tenir compte d'autres phénomènes physiques et on s'aperçoit qu'on obtient une étoile à neutrons d'après le phénomène suivant. C'est que les électrons, en fait, lorsque la densité va être très forte, les électrons vont rencontrer les protons et donner des neutrons. En effet, il y a une réaction qui est assez connue depuis longtemps. C'est une réaction qui intervient dans ce qu'on appelle la radioactivité bêta des noyaux nucléaires. Donc lorsqu'un électron rencontre un proton, électron chargé moins rencontre un proton chargé plus, cela donne un neutron plus un neutrino électronique. Alors cette réaction ne se produit pas spontanément parce que, en effet, la masse du neutron, vous voyez, 939 MeV sur ces deux, est supérieure à la masse du proton, 938. La masse de l'électron, elle, est négligeable. Autrement dit, pour que cette réaction se produise, il faut fournir de l'énergie pour obtenir cette augmentation d'énergie au repos des particules, d'accord? Donc il faut fournir la différence pour passer de l'énergie totale ici au repos qui est inférieure à cette énergie totale. Donc il faut fournir de l'ordre de, disons, 1 MeV. Et bien dans le modèle de l'étoile, ce sera l'énergie gravitationnelle qui va fournir cette énergie et permettre aux électrons de rencontrer les protons. Ils vont disparaître et donner des neutrons, et donc donner ce qui s'appelle une étoile à neutrons. Alors le processus élémentaire de cette réaction a été compris dans les années peut-être 1940, 1950, 1960, avec ce qu'on appelle la théorie de jauge électrofaible. En réalité, on s'est aperçu, alors oui, dans les années 70 plutôt, que le proton est constitué de 3 quarks, un quark up, up et un quark down. Et le neutron est constitué de 3 quarks, un quark down et 2 quarks down et un quark up. Et en réalité, cette réaction est la suivante. L'électron, donc verticalement, on peut penser que c'est le temps, et horizontalement, l'espace. Donc l'électron va interagir avec un quark up du proton par l'intermédiaire d'une particule d'échange qu'on appelle le W-, qu'on appelle aussi boson intermédiaire, qui apparaît dans la théorie de jauge électrofaible. Et après cet échange, le quark up est changé en quark down, donc le proton est changé en neutron, et l'électron est changé en neutrino électronique. Voilà, donc à l'heure actuelle, c'est la réaction fondamentale qui explique ces réactions qui se produisent dans les étoiles lors de l'effondrement des étoiles, donc de masse supérieure à la masse de Chandra-Séquard, pour donner donc des étoiles à neutrons. Donc dans l'énoncé du TD, c'était le scénario qui est écrit ici. Vous voyez, quand une étoile est initialement trop massive, et bien à la fin de sa vie, elle peut donner une étoile à neutrons, et non pas une naine blanche, comme ici. Voilà, et si jamais, alors autre scénario, si... donc première chose à dire déjà, c'est que les neutrons sont aussi des fermions, et donc par un calcul analogue, on va trouver le rayon de stabilité de l'étoile à neutrons, et on trouve quelque chose comme 10 km pour des étoiles de plusieurs masses solaires. Et dernier scénario, si la masse de l'étoile est encore trop forte, et bien pour la même raison, l'étoile à neutrons a une masse critique qu'il ne faut pas dépasser, et si cette masse critique est dépassée, et bien l'étoile à neutrons s'effondre sur elle-même, mais là il n'y a plus d'autres fermions, disons, dans l'histoire qui empêchent le processus d'effondrement, et donc il y a un véritable effondrement. L'espace-temps est déchiré,
et donne ce qu'on appelle un trou noir, d'après le modèle de Schwarzschild ou le modèle de Kerr des trous noirs. Donc voici une photo célèbre qui a été faite récemment de la lumière émise au voisinage d'un trou noir. Donc les trous noirs sont vraiment des objets qu'on observe indirectement, mais qui existent, mais néanmoins toujours très mystérieux. On ne sait pas ce qu'il y a dans un trou noir. On sait seulement, on a des modèles sur le voisinage et l'extérieur du trou noir. Donc de ce TD, il faut retenir la chose étonnante, c'est que grâce à la mécanique quantique et la physique statistique, on a décrit les étoiles naines blanches, qui sera des étoiles, par exemple, ce que va devenir le Soleil, en décrivant le comportement individuel et collectif des électrons comme étant des fermions, et cela nous a permis de prédire un comportement collectif de 10 puissance 50 électrons formant une étoile. Donc il y a une sorte de mélange entre la physique macroscopique, et même plus que macroscopique, la physique à l'échelle des étoiles, et la physique quantique, les phénomènes quantiques et les phénomènes de statistiques quantiques qui sont les fermions.